Aujourd'hui, je reçois un invité important qui peut t'aider à aller jouer peut-être partout à travers le monde. Peut-être aux États-Unis, peut-être en Europe. Bref, tout ce que ça te prend aussi pour te rendre là, les valeurs, ton éthique de travail, qu'est-ce que ça prend vraiment? Alors, je t'explique tout ça, puis je te le présente après ceci. 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Dans cet épisode, je suis content parce que c'est quelqu'un qui ça fait longtemps que je voulais inviter, puis dans son horaire hyper chargé, il a réussi à trouver le temps. Bienvenue Nick Réopel, agent de joueur. Salut Nick! Salut Serge, comment ça va? Ça va très bien, puis vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci parce que je sais que tu es occupé pas à peu près. Tu voyages pas mal. On a réussi à céduler quelque chose. Je suis vraiment content. Puis aujourd'hui, je suis content que tu sois là parce que je pense que tu vas éclairer beaucoup de nos jeunes, beaucoup des parents pour, tu sais, le questionnement qu'ils ont à travers leur cheminement d'athlète, de savoir qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller, qu'est-ce que ça me prend. Fait qu'aujourd'hui, ensemble, j'aimerais ça qu'on éclaire ça. Ben, c'est sûr que ça va me faire plaisir. J'aime ça toujours raconter mon histoire, puis je pense que je peux relayer aussi ce que les jeunes passent à travers, parce que moi-même, à travers ma carrière, j'ai pu passer. Puis maintenant, je gère plusieurs petites carrières. Donc, c'est sûr que ça va me faire plaisir d'aider tout le monde. Écoute, je suis content que tu en parles parce que la première chose que j'aimerais que tu fasses, parce que tu as un bon parcours de hockey, puis j'ai zioté un peu, j'aimerais ça que tu nous parles. C'était quoi ton parcours de joueur de hockey? Oui. Écoute, moi, j'étais un gardien de but. J'ai toujours été passionné par l'équipement de gardien de but au début. Mon idole a toujours été Patrick Roy avec ses arrêts avec la mitaine. Fait que ça a commencé à très jeune âge. Mon père a toujours été gardien de but. L'est encore, hérité de mes équipements de gardien de but à travers les années. Puis j'ai commencé dans tout avant, c'était 2A. Il n'y a pas de 3. C'était Atome 2A, puis oui 2A, Bantam 2A. Après ça, j'ai fait le Midget 3 avec les Gaulois de Antoine Giroir dans le temps, maintenant de Saint-Hyacinthe. J'ai été un choix de première ronde des Wildcats de Moncton à la GMQ en 2006. J'ai été après ça dans les moins de 17 ans. On a remporté la médaille d'or avec l'équipe Québec, qui n'existe plus maintenant. C'est vraiment rendu équipe les moins de 17 ans, équipe Canada. Après ça, j'ai été 17, 18, 19 dans la GMQ avec les Wildcats. À 17 ans, j'étais pressenti pour être un choix de deuxième ronde, quatrième meilleur gardien de but au monde sur la dernière liste de la centrale nationale. J'ai fait les tests physiques des combines qui habituellement avaient lieu à Buffalo. Puis j'arrive là, j'ai au draft assez confiant de me faire repêcher. Malheureusement, je ne suis pas repêché, j'ai même pas été invité. Puis pour moi, Steph, rendu là, j'étais pas conscient encore de l'aspect business du hockey. Pour moi, je croyais que si t'étais pas repêché, ta carrière était finie. Fait que j'ai pleuré beaucoup. Mais un journaliste m'a dit, mais rendu ici, qu'est-ce que tu fais? Je dis, là, on est samedi, je voyage à la maison dimanche, puis lundi, je suis dans le gym. Puis j'ai tout le temps eu cette mentalité-là. Puis là, à 18 ans, j'ai été invité pour la série Subway, qui était la série Canada-Russie. Puis j'étais aux côtés de Jonathan Bernier, qui a tout récemment annoncé sa retraite dans la Ligue nationale. Puis après ça, j'ai eu une bonne saison, mais on n'était pas un gros club, là. On venait d'accueillir la Coupe Memorial à Moncton. Malheureusement gagné par les Remparts de Québec avec Radulov et tous ces gars-là. Puis j'ai quand même réussi à être sur la liste, 7e ronde. Puis j'ai pas été repêché. Puis mon entraîneur de gardien de but, Franz Jean, qui est entraîneur de gardien de but du Lightning Tampa Bay présentement depuis 13 ans, m'a invité à son école de gardien de but pour être un démo à Brassard. Fait que j'arrive là, puis aujourd'hui, il me dit « Nick, fais une bonne pratique aujourd'hui. » Bon, c'est bon. Fait que je me donne. Puis son meilleur chum, Roland Melançon était anciennement coach de gardien de but du Canadien. Il arrive aussi après dans le meeting. Tu sais, on fait du vidéo avec les gardiens de but du camp de France.
Puis il arrive, il fait une présentation, il dit quand tu travailles fort, quand tu as une éthique de travail, puis quand tu persévères, ben il y a des bonnes choses qui arrivent. Fait qu'il dit aujourd'hui, Nick, je t'invite au camp d'entraînement du Canadien de Montréal, fait qu'il faut que tu sois à Brossard demain. Fait que là, je me retrouve le lendemain au camp de Brossard. J'ai eu une très bonne performance. Ils m'ont invité au camp des recrues. Là, j'arrive dans la même chambre que P.K. Subban, Match Pacioretty, Yaroslav Alak, Quelque chose Carey d'ordinaire, Price. là. Oh, exactement. Tu sais, dans tous les jours, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment impressionné. Puis après le camp d'entraînement, tu sais, je suis sur le vélo, le Wingate. Hein. J'étais en train de faire le test. Puis Trevor Timmons arrive, puis il me dit « Hey Nick, il dit, après ton test, viens me voir. » Bon, parfait. Fait que je sors du test. Hein. J'arrive dans le bureau Trevor. Trevor, il dit « Écoute, Nick, tu as eu un bon camp d'entraînement. Tu es un bon gardien de but. Au niveau des stats, tu as fini deuxième dans la ligue l'année passée, mais on ne sait pas si tu es capable de gagner. » Fait que, il dit « Retourne à Moncton, puis on va te suivre de proche. » Encore là, Steph, j'étais inconscient de ce qui venait de se passer. Moi, je pensais que j'étais au camp d'entraînement du Canadien. J'étais là, je suis reparti avec des shorts, des chandails. Tout était beau. Question comme ça. T'as-tu un agent dans ce temps-là? Dans ce temps-là, j'ai un agent, oui. OK. J'ai un agent. J'avais un agent à partir de l'âge de 14 ans. OK. Fait que, au niveau bantam. Fait que là, j'arrive là, tout est beau. Fait que je retourne à Moncton, bien content. J'ai mon stock du Canadien. Fait que là, j'étais, moi, invité en même temps qu'un autre gardien de Saint John, Robert Meyer. Fait que, bon, on s'entendait super bien. On a monté à Montréal ensemble. Puis en revenant, ben, je regarde sur rds.ca 2 semaines après le camp. Puis là, je vois le Canadien de Montréal s'entend sur un contrat de 3 ans avec le gardien de but Robert Meyer pour 2,1 millions. Fait que là, je capotais. Je me disais, OK, j'ai-tu passé à côté de quelque chose? Fait que là, j'ai dit, ah ouais, mon Trevor, tu veux que je gagne? Parfait, je vais gagner. Joueur du mois dans LHGMQ, mois de septembre. Joueur du mois d'octobre. Joueur du mois de novembre. C'est-tu cette année-là? Parce que j'ai vu que tu avais un record. Oui, exactement. C'est l'année, la grosse année que j'ai connue. OK. Puis là, à partir de ce troisième mois-là, je reçois un appel de mon agent. « Hey, félicitations, Nick, good job, joueur du mois de novembre. » Je dis « OK, tu l'as vu où? »« Ah, ben je l'ai vu là, en regardant en Sport 30, là, en dessous, là, tu sais, c'est marqué joueur du mois. » Je dis « OK, mais pourquoi tu m'as pas appelé les 2 derniers mois? Parce que ça fait 3 mois de suite que je suis joueur du mois, tu sais. »« Ah, ben, excuse-moi le gros, pas vu ça. Bon, lâche pas. » Fait que après la saison, je rencontre des équipes, plusieurs équipes, dont une, je la rencontre 3 fois. « Ah, on va te drafter deuxième ronde, on va te drafter deuxième ronde. » Fait que là, je dis « OK, ben, signe-moi le papier tout de suite. Parce que tu me dis que tu allais me signer deuxième ronde. » Parce que la première année de mon repêchage, quand j'avais été faire les tests combine, il y a une équipe qui est dans le sud des États-Unis qui m'avait rencontré. Il était comme une dizaine de scouts alentour de moi. Puis m'avait dit « Nick, on a 3 choix en 4e ronde. C'est sûr que si t'es là, on te prend. » Puis finalement, c'est pas arrivé. Fait qu'avec l'équipe en question, la nouvelle équipe, je dis « OK, ben là, ça fait 3 soupers qu'on est ensemble. Là. Puis tu voulais pas vivre de déception. Non, exactement. Fait que je dis, si t'es convaincu, ben signe le papier tout de suite. Puis là, ah non. Puis finalement, ben, à 19 ans, j'ai fini ma grosse année. Record de la LHMQ, meilleure moyenne de buts alloués dans l'histoire de la Ligue, 2,01. Meilleur pourcentage d'arrêt, 931. J'ai fini la saison 43 et 15. Fait que j'avais connu une très très bonne saison, 7 dans 16. Oui, exactement, j'avais vraiment prouvé tout ce qu'il y avait à prouver. J'ai été gardien de but de l'année, j'ai été MVP, joueur le plus utile de l'année. Présentement encore le dernier gardien de but à l'avoir fait depuis au moins, je pense, 20 à 30 ans. Fait que, puis là, j'arrive au repêchage. C'était à Montréal, en 2009, le fameux repêchage Louis Leblanc que tout le monde se souvient. Puis je suis repêché en 5e ronde par les Flyers de Philadelphie. Je descends l'escalier, puis je passe à côté de la table du Canadien. Trevor me regarde, me fait un clin d'œil avant de dire « Hey, good job, tu as mérité ton repêchage. » Puis ensuite de ça, ben, j'arrive, j'ai une très bonne saison. Je commence la saison en Ligue américaine. Puis les Flyers, pendant ce temps-là, disaient à mon agent, on a signé Chris Pronger. Fait qu'il ne nous reste plus de contrat Ligue nationale. Fait qu'il fait juste signer un contrat Ligue américaine pour la première année. Puis ensuite de ça, on va te signer un contrat de 3 ans, fait que tu vas rester avec nous autres 4 ans. Puis mon agent m'avait dit dans le temps, j'ai une bonne relation avec la GM, fais-moi confiance, tout est beau. Fait que je signe 1 an. À Noël, on n'en a pas eu une grosse saison, là, parce qu'on a fini, je pense, 27e sur 28 équipes. Il y avait beaucoup moins d'équipes dans la Ligue américaine dans ce temps-là. Puis après ça, ben, je suis redescendu. À Noël, ils me disent « Hey Nick, tu as tout gagné individuellement, mais tu n'as rien gagné collectivement. » Fait que redescends dans le junior, puis prouve que tu es capable de gagner.
Parfait. Fait que je descends en bas, on fait des échanges. À Moncton, on avait des très bons joueurs. David Savard, qui joue présentement avec le Canadien. On avait Gabriel Bourque, qui est le capitaine du Rocket de Laval. On avait des joueurs comme Brandon Gormley, qui a joué longtemps dans la Ligue nationale. Des gros joueurs. Là. Ah, des excellents joueurs de hockey. Fait qu'en troisième ronde, on s'en va, on gagne contre Drummondville en troisième ronde. Puis c'était à Drummondville. Les gardiens de but, c'était Jake Allen, il y avait Sean Couturier, il y avait des excellents joueurs de hockey l'autre bord aussi. Puis mon agent vient me voir, il me dit « Hey Nick, les Flyers viennent de me dire au téléphone que si tu gagnes la Coupe du Président, contrat de 3 ans à la Ligue nationale, 225 000 de bonus. Hein. » Fait que là, moi, je te le dis, Steph, là, j'étais comme, OK, BMW noir, blanche. Je commençais déjà en train de faire des achats. Ouais, exactement. Tu sais, quand t'as 19 ans, là. Fait que je retourne. Fait que finalement, on gagne la Coupe du Président. Fait que, tu sais, j'étais vraiment fier de moi. Je le savais que, bon, un contrat, ça m'attendait. J'arrive à la Coupe Memorial. J'ai eu un empoisonnement alimentaire. J'ai pas bien gaulé. J'ai gaulé, je pense, 2 matchs. J'ai perdu 20 livres en 24 heures. Ça allait vraiment pas bien. J'avais beaucoup de vomissement. Fait qu'au camp de développement, le GM, il me dit à mon agent, on veut juste voir s'il est en santé. Puis s'il est en santé, on t'envoie le contrat. Parfait. J'arrive au camp de développement, je finis premier des tests physiques de tous les gardiens de but, sur la glace, en dehors de la glace, tout allait bien. Puis même le GM est venu me voir, il me dit « Hey, Nick, great job, on est fiers de toi, je parle à ton agent lundi. » Parfait. Steph, ce que je vais te dire, je m'en souviens comme c'était hier. On était au Normandin, à Sainte-Julie, moi, ma famille, mes grands-parents, tout. Je reçois un appel dans mon agent, il me dit « Nick, il dit... J'ai une bonne, puis j'ai une moins bonne nouvelle à te donner. OK? Quoi, bonne? Il dit, les Flyers veulent t'offrir un contrat à 2 volets. Ah, mais parfait, tu sais, Ligue nationale, Ligue américaine, c'est bon. Il dit, non, Ligue américaine, East Coast. Comment ça? Ben, il dit, Nick, il dit, moi, en fin de semaine, j'ai été à mon chalet. Il n'y a pas de réseau. Puis dans le temps, tu sais, le téléphone, c'était pas aussi, tu sais, on recule il y a 15 ans, là, c'était pas autant tech que maintenant. Fait que lui, il avait son téléphone de bureau chez eux. Fait qu'il dit, vendredi, les Flyers, ils ont laissé un message, ils dit, hey, on aimerait signer Nick Riopelle, un contrat de 3 ans, voici les chiffres qu'on pensait, alors reviens-moi. Ben, il dit, moi, je suis revenu dimanche, puis il dit, j'avais un deuxième message. Il dit, hey, écoute, ça fait 24 heures qu'on t'a laissé un message, on ne nous a pas revenu, puis il dit, entre-temps, on vient de signer un gardien de but russe du nom de Sergei Bobrovsky. Fait qu'il dit, Nick, on peut y offrir un contrat Ligue américaine East Coast, puis il va devenir le 5e gardien de but de notre organisation. Fait que, reviens-moi. Fait que là, je te le dis, j'ai tombé en bas de ma chaise, j'ai pleuré, je me demandais ce qui se passait. Puis j'ai pas eu d'autre choix parce que mes droits étaient avec eux autres. J'ai essayé de regarder voir mes options. Puis, tu sais, quand tu as 21 ans, tu viens de sortir MVP, tu viens de sortir la Coupe du Président, première équipe d'étoiles. Tu dis, OK, ben là. Non, mais là, tu avais droit à tous les espoirs. Ben ouais, exactement. Tu as tout donné, tu es au top. Exact. Tu mérites un top contrat, exact. Tu mérites quelque chose qui va avec ça. Fait que là, ben, finalement, ben, j'ai accepté ce contrat-là. Les 2 prochaines années, j'ai été dans le club école des Flyers, j'ai fait du up and down, Ligue américaine East Coast. J'ai décidé de changer d'agent entre-temps, rendu à 21, 22 ans. Avec un téléphone capable. Ouais, exactement. Mais un qui avait des joueurs de Ligue nationale, un qui était volubile aussi sur les réseaux sociaux, qui est proactif. Exactement. Fait que je me disais, j'ai peut-être besoin d'un jeune, un petit peu plus un jeune requin. Puis finalement, ben, il m'avait trouvé un camp avec les Islanders. J'ai fait un camp avec les Islanders de New York. Pendant la saison, j'ai été rappelé 1 mois avec le club école, avec Kevin Poulin, qui était le numéro 1 dans ce temps-là. Puis l'année du lockout, Ligue nationale est arrivée. J'ai décidé que pour moi, ça faisait 1 an que j'étais avec ma copine, qui est maintenant ma femme, qui avait un enfant, une fille de 5 ans. Je voulais vivre l'expérience européenne familiale. J'ai décidé d'aller signer dans la Ligue d'Angleterre, moi j'étais situé en Écosse. Puis j'ai fini 2e équipe d'étoiles là-bas. J'ai signé au Danemark, c'est là que ma fille est née. J'ai décidé ensuite d'aller en France, à Rouen, vivre une autre expérience, gagner la Coupe de France là-bas, une très belle expérience. J'étais à 1 heure de Paris, dans les journées de congé, on prenait le TGV, on allait là, un petit café, une petite baguette, tout était beau. Puis là, c'est là que j'ai commencé à voir mes anciens coéquipiers, les anciens gardiens de but contre qui je compétitionnais, faire leur début au niveau de la Ligue nationale. Fait que je voyais, tu sais, comme Jake Allen faire ses débuts à Saint-Louis, je voyais Louis Domingue faire ses débuts à Arizona, Kevin Poulin avec les Islanders de New York. Puis là, je me dis comme, écoute,
Là, j'ai 25 ans, je suis en France. Qu'est-ce que je fais ici? Là? Pourquoi que. Puis ma femme elle m'a dit, ben Nick, retourne en Amérique, puis vas-y en bas de l'échelle. Je gagnais, tu sais, Steph, je gagnais très bien ma vie en Europe. Je faisais peut-être 4 fois ce que je faisais au niveau de la East Coast. J'avais une belle qualité de vie, je jouais beaucoup moins de matchs, je pouvais visiter. Mais la drive, la soif de vouloir jouer dans la Ligue nationale, mon petit rêve depuis que j'avais 4 ans peut-être, était encore là. Fait que je suis redescendu en bas. À ce temps-là, je négociais mes propres contrats. Fait qu'à ce temps-là, mon associé, maintenant mon associé Étienne, avec moi avec Propulsion, m'avait appelé quand j'étais au Danemark. Il m'avait dit, écoute, moi je suis un avocat, j'ai toujours été passionné par devenir agent sportif, surtout dans le hockey. On avait des amis en commun, t'as tout le temps été aussi, t'as une belle carrière, tout. Fait qu'on avait comme les deux volets. Volet un peu plus avocat, volet un peu plus sportif. Fait qu'on croyait que c'était beaucoup mieux de s'associer ensemble. Je dis, écoute, moi il y a une règle. Je veux représenter les joueurs de la même façon que moi, j'aurais aimé ça être représenté. Puis de là, ben, on a commencé, justement, moi, j'étais connu au niveau en Amérique du Nord, dans l'East Coast. Mais là, quand tu as commencé à être agent, tu as arrêté de jouer. Non, j'ai continué à jouer. Tu étais agent. Ouais, il n'y a pas de conflit dans ce temps-là, ça ne change rien? Ben, c'est là que plus tard arrivait peut-être le conflit. Parce que moi, dans le fond, quand je suis revenu en Amérique, là, ben, mes coéquipiers dans l'East Coast, puis mes chums que je m'étais fait à travers les années, eux autres étaient avec des grosses agences qui s'occupaient de leur contrat Ligue nationale. Mais un coup que tu es rendu comme au 3e niveau, le sentiment d'appartenance ou l'importance diminue drastiquement. Fait que moi, ben, les gars me demandaient « Hey, t'as-tu aimé ça en France? Hey, t'as-tu aimé ça en Danemark? T'as-tu aimé ça en Angleterre? » Puis là, je connaissais les équipes, je connaissais le niveau de jeu, je connaissais les salaires, je connaissais les bonnes organisations, Fait que j'avais serré beaucoup de mains. Fait que là, ça m'a permis d'amener une couple de gars puis de les placer. Jamais dans l'intention demain matin de devenir le prochain Pat Brisson, on s'entend. Là. C'était vraiment juste comme hey, ça va être un side gig parce qu'éventuellement, ben, si ça me passionne, je vais devenir à temps plein. J'avais 25-26 ans à ce temps-là. Là, fait que finalement, ben, ça a commencé de faire des aiguilles. Puis je représentais tellement bien les joueurs avec le service que je donnais que là, on appelait ça le locker room talk. Ça se parlait là, à travers c'est qui ton agent. Puis là, les réseaux sociaux, j'ai commencé à développer ça, moi, comme promouvoir les gars de ce niveau-là. Les gars, ils aimaient ça. Ben aussi, les chums, des gars que leur agent faisait pas ça, ben là, le mot se passait. Puis là, j'ai commencé tranquillement à grossir ça. Ben là, ça arrivait où moi, je me négociais des contrats Ligue américaine directement avec Julien Brisebois du Lightning. Puis, à travers ça, ben Étienne trouvait des contrats des gars de Ligue américaine ou des try-outs en Ligue nationale. Fait que là, ça faisait des fois que moi, j'étais à Syracuse, puis je jouais contre un des gars dans la Ligue américaine que je représentais. Mais les gars trouvaient ça de rôle dans la chambre. Puis j'ai toujours eu un grand respect à travers les directeurs généraux de la Ligue nationale, Ligue américaine, parce qu'ils savaient que j'étais un gars sérieux, ils savaient que j'étais un gars professionnel, une éthique de travail. Fait qu'ils savaient que j'étais pas un petit con en essayant de me faire une coupe de 100$. Je voulais que je carais. Fait que finalement, ben, pour ensuite, quand je suis revenu en Amérique, j'ai été dans East Coast, j'ai très bien performé à ce niveau-là, ce qui m'a apporté Julien Brisebois un contrat avec le Lightning. J'ai fait 2 camps avec le Lightning. Puis avant mon dernier camp, Julien Brisebois, il me dit « Nick, c'est quoi ton rêve? » Ben, j'ai joué la Ligue nationale. Il dit « OK, ben, il dit arrive en top shape, meilleur que Vasilevskiy et Bishop dans ce temps-là. Puis il dit « Tu vas peut-être avoir ta shot. » Puis là, je suis comme « OK, là, il me challenge, il me challenge assez. » exact. Fait que finalement, j'ai connu une très, très grosse été. J'arrive à mon dernier camp d'entraînement du Lightning, j'avais 28 ans. J'ai connu un très bon camp. Puis là, ben, c'est la fameuse coupure. Tous les gars de la Ligue américaine, ils se font descendre en bas là, après une semaine du gros camp. Fait que là, ben, je suis en ligne, j'arrive. Tout le monde sort avec le lettre pour dire « OK, il faut que tu te rapportes à Syracuse dimanche, puis que le camp commence lundi. » Puis là, Julien Brisebois, il me dit « Puis Nick, comment t'as trouvé ton camp? » Honnêtement, je pense que j'ai bien performé. Il dit ouais. Puis c'est tellement bien performé qu'on envoie Michael Layton, qui était supposé être leur numéro 3, en bas. Puis toi, on te garde une autre semaine jusqu'au home opener. Puis tu viens avec nous autres en Floride 2 games. Tu viens en Caroline. Fait que là, moi, j'ai vécu le rêve là, en jet privé. Tu sais, ton petit steak là, dans l'avion, puis les gros hôtels, puis les gros repas. Fait que ça, je l'ai vécu pendant une semaine. Je vais toujours m'en souvenir. On a été à Nashville, on a vécu des belles villes aussi.
Puis à la fin de la journée, ben là, c'est ça. Ils m'ont renvoyé dans la Ligue américaine, puis éventuellement, j'ai fait le up and down. Puis en mois de février, Julien me rappelle, il me disait écoute, Nick, on a une opportunité d'aller chercher Eddie Pasquale, un gardien de plus d'expérience, mais les Oilers aimeraient ça t'avoir en échange. Fait que, malheureusement, je t'échange aux Oilers. Puis pendant cette année-là, Steph, après ça, j'ai pris ma retraite. Parce que ma femme et moi, on avait pris la décision qu'elle allait rester à la maison. Plus facile pour la petite, aussi avec le service de garde. Sa grande qui était comme en sixième année. Puis, tu sais, moi, j'étais à Adirondack, j'étais à 3 heures de route de Montréal. Je savais que toutes les journées de congé, je pouvais up and down. Mais à travers la saison, du camp d'entraînement du Lightning jusqu'à temps que je revienne du Kings House, dans le fond, qui était le club école là, des Oilers, je l'ai vu 17 jours avec ma petite fille. J'ai commencé à avoir des problèmes de déshydratation avec mes reins. Il a fallu que je me rende 2 fois à l'hôpital. Les docteurs m'ont dit, écoute, comme une commo, ça se peut que ça ne revienne pas, mais si ça revient, il va falloir que tu aies un nouveau rein. Rendu là, il restait 7 games à la saison. J'ai décidé de tirer à la plug, de finir la saison quasiment comme assistant coach, puis être avec les boys. Puis ma business, elle allait bien au niveau de l'agence. Tu sais, la petite commençait à l'école, la grande commençait le secondaire, ma Tout femme. ça plaçait C'est bien ça, pour c'était ça, comme, là. garde, let's go. Mon chiffre, c'est 29. J'avais 29 ans, pris ma retraite là, un nouveau chapitre. Puis là, Là, t'es rendu à 29 millions. Fait... Ah, c'est ça, ouais. I wish. I Ouais, wish. exactement. Ben, écoute, Nick, moi, je trouve, puis j'aime ça, ton passage, puis ton message, parce que ça dit aux jeunes, c'est pas facile. Ceux qui pensent là, que c'est facile, que tu t'en vas, puis tu montes les échelons de même, puis que ça se passe de cette façon-là, tu vois, là, c'est pas facile. Ce qu'il a vécu, puis c'est pas un... On s'entend, là, pas un joueur de petite échelle. Quand t'es rendu que tu gagnes ici, tu gagnes ça, t'as des records, je pense qu'il a prouvé qu'il était capable, puis même rendu là, c'est pas toujours évident non plus, puis c'est pas encore facile. Fait qu'il y en aura pas, tu vas vivre dans la difficulté, puis souvent dans la contrainte longtemps. Puis moi, je trouve que, tu sais, l'autre chose que tu as dit tantôt, puis je voulais pas te couper, mais tu semblais être un athlète hors glace et sur glace, assez sur la coche. Le monde m'appelait le soldat. J'étais vraiment un soldat. Même moi, encore aujourd'hui, tu sais, mettons, on va au restaurant ou je rencontre du monde. « Hey, puis tu prends une bière? » Moi, là, la dernière fois que j'ai pris de l'alcool, là, c'est à mon initiation à 16 ans, dans la LHGMQ. Puis pas par choix, j'aime pas ça. OK? Fait que entre du rum and coke puis du coke, j'aime mieux le coke. Fait que on fera pas, on sera pas cool juste pour être cool. Fait que ça m'a toujours été discipliné, mais j'avais tellement une drive d'accéder au niveau de la Ligue nationale que j'étais tellement dédié. Tu sais, en dehors de la glace, je m'assurais d'avoir entre 8 et 10 heures de sommeil. Je m'assurais d'avoir, mettons, faire mes stretching. Tous les petits détails que je pouvais m'assurer. Tu sais, j'arrivais, des fois, dans le gym, mettons, l'entraînement est 10 heures. J'arrivais à 9h30 pour être bien sûr de m'échauffer pour qu'à 10 heures, je sois prêt. Après ça, je faisais mon recovery. Après ça, je faisais mes étirements. J'étais passionné par la vidéo. Je regardais du vidéo sur mes games, sur les games des gardiens de but que j'aimais. J'aimais beaucoup Corey Crawford, j'aimais Patrick Roy, j'aimais JS Giguère. Fait que je regardais un petit peu comment eux autres regardaient. Ils faisaient ça, ils faisaient leur technique. Fait que je passais beaucoup de temps, nutrition, j'étais tout le temps à la coche, hydratation. Fait que j'ai toujours voulu garder ça. Puis je pense que ça, c'est une discipline qui te garde surtout, longtemps. Après toutes ces années-là, ça reste dans ta vie. Ouais. Tu sais que c'est un point marquant. Dans mon dernier podcast, dans un de mes podcasts, je parle de ça, je parle de discipline. Puis souvent, la discipline, on se dit juste, c'est de faire ça, puis de répéter. Ouais. Mais c'est plus que ça. C'est de faire les choses comme il faut, quand il faut. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça reste parce que ça t'amène à des victoires que tu veux répéter. Tu veux que ça revienne, tu veux revivre ça. Ouais. Ce bonheur-là, ce feeling-là, ce sentiment-là, tu veux le revivre. Puis, je te dirais qu'aussi... comment je pourrais bien dire ça? Ça se voit dans toi, ça se voit. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Tout est clean. Comment t'es commis. Tu
sais, même envers tes joueurs, je trouve ça sharp. Tu mets toujours des posts sur tes joueurs. Moi, j'aime ça faire ça avec mes athlètes, la même affaire. Mes publicités, mes posts, tout mon marketing est fait à partir de mes jeunes parce que j'en suis tellement fier. Puis je le vois en même temps, quand je te vois faire tes posts, c'est exactement ça. Je le sens, la fierté que tu as de représenter chacun des joueurs. Je vois même que des fois, tu tes accueils tous chez vous. Puis tu fais un souper, c'est comme ta famille. Fait que je trouve ça vraiment cool ce que tu fais. Puis ça m'étonne pas ce que tu racontes sur ta vie d'athlète parce que c'est ça qui se transcende dans tes affaires. Exactement. Puis comme on parlait tantôt, je veux vraiment représenter les joueurs de la même façon que moi, j'aurais aimé ça te représenter. Puis chez nous, à Propulsion, il y a vraiment deux mots clés qui ressortent. C'est la proximité puis l'accessibilité. Je pense que la proximité, le joueur, la famille veulent se sentir important. Fait qu'il faut que tu sois proche, il faut que t'es là, proche avec eux autres au téléphone, mais ils veulent te voir dans les arénas, ils veulent te voir après, ils veulent savoir. Fait que ça, c'est un commitment. C'est tellement important, ça. Exactement. Puis l'accessibilité, à cette heure, on en a parlé en début d'émission, mais à cette heure, avec toutes les façons de communiquer avec une personne, nous, on représente plusieurs joueurs à travers le monde, que ce soit en Europe, tout le temps de façon, que ce soit courriel, texte, téléphone, WhatsApp, Instagram, Messenger, écoute, name it. Fait que si tu n'es pas capable d'être rejoignable, ben ça veut peut-être dire que tu ne cares pas. Fait que moi, c'est pour ça que habituellement, le monde m'appelle Lucky Luke. Je suis pas mal plus vite qu'à mon nom. Je suis pas mal plus vite sa gâchette. Mais moi, je suis pareil. Je le dis aux gens, là, écris-moi, gêne-toi pas, puis je réponds à tout le monde. Je réponds à tous mes commentaires, je réponds à tout le monde qui m'écrit. Puis que ça soit positif ou négatif, je pense que c'est important de garder cette proximité-là. Autant moi avec les gens, autant avec mes athlètes, autant j'essaie d'être le plus possible authentique puis proche de mon monde parce que c'est important. C'est ça qui fait que qu'est-ce qu'on est, qui nous permet de gagner notre vie, qui nous permet de travailler, mais qui montre aussi que notre travail, c'est notre passion. Ça se transmet, c'est une roue, dans le fond, on leur donne, ils nous redonnent. Fait que, là, écoute, là, je veux qu'on parle d'agent. Là, on arrive à... T'as l'agence Propulsion. Moi, j'aime ça. Je te suis sur les médias sociaux. Je trouve ça vraiment sharp, ce que tu fais. Puis là, j'aimerais ça que tu nous parles... tu nous as parlé un peu comment ça a été créé, mais là, j'aimerais ça qu'on parle pour les athlètes, pour les jeunes. Mettons, à quel âge que ça commence quand tu commences à recruter? Je dirais que le recrutement au niveau des espoirs, là, les plus jeunes, c'est vraiment au niveau bantam. On est souvent dans les arénas bantam. Je pense que c'est là que tu peux voir au Québec, surtout on serait dans les arénas au Québec. Tu joues avec Contact, tu joues avec le même groupe d'âge que toi. T'es-tu capable de ressortir du lot? Puis à cette heure, les jeunes rendus à 14 ans, ça fait quasiment déjà 1 ou 2 ans qu'ils ont commencé tranquillement à intégrer l'entraînement. Moi, Steph, dans mon temps, là, tu t'entraînais avant ton camp de 3, puis c'est pas mal d'attitude. Fait que avant ça, là, mais à cette heure, je pense que les parents aussi sont plus conscients de la nutrition, de l'entraînement. Pas obligé de faire des squats à 12 ans, mais juste de commencer à faire des échelles de vitesse, puis à intégrer... moi, je dis tout le temps de comprendre que maintenant, il y a beaucoup de ton travail qui se fait hors glace. Ben oui, c'est pas mal ça. D'arrêter de penser que c'est juste ça glace, de jouer du hockey, à un moment donné, débarque des patins, puis fais-toi une charpente, fais-toi une shape, développe tous les côtés athlétiques que tu peux faire. Puis surtout qu'aujourd'hui, on dit tout le temps, il faut faire d'autres sports. C'est quasiment impossible aujourd'hui de faire 2 sports. Ça chevauche. Exactement. La cédule est folle. Toi, en tant que parent, c'est quasiment impossible dans ton horaire du temps. Fait que, tu sais, l'entraînement, c'est un peu ce qu'on... Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'apporter, exemple, avec mes entraînements, c'est de développer tout ce qui était athlétique, qu'on peut développer dans tous les sports, mais maintenant, on n'en fait plus. Fait que moi, c'est le message aussi que je donne, puis je suis content que tu en parles, parce que je me disais, bon, ça se passe-tu comme ça partout? Parce que on devrait commencer à faire de l'entraînement. On appelle ça de l'entraînement, mais comme tu dis, c'est pas obligé d'être un squat pesant. Non. N'importe quoi, mais commencer à prendre soin de toi hors glace. Il faut que ça commence. Je pense qu'il faut que l'athlète, justement, se développe ou maximise ses capacités en tant qu'athlète et non joueur de hockey. Exact. Ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est qu'en Europe, l'été, là, les arénas sont fermées, à part dans les grosses villes. C'est pour ça que beaucoup de mes joueurs, de mes clients,
en Europe commence à partir du fin juillet, début août, même si la saison commence à mi-septembre. Ça prend comme 6 semaines. Pourquoi? Parce que, mettons en Finlande, ben, les Finlandais, eux, là, ils n'ont pas embarqué sur la glace ou très peu avant le camp d'entraînement. C'est des machines en dehors de la glace, que ce soit la course, les sauts, la puissance, la force, les machines. Mais eux, justement, quand ils arrivent sur la glace, ça leur prend 3-4 semaines, ils ne perdent pas leurs habiletés, ils vont rechercher leur repère. Mais ici, c'est 12 mois par année, t'arrêtes pas, puis souvent, les joueurs ou les parents sentent qu'ils sont en retard. S'ils ne sont pas 5 ou 6 jours, ou s'ils ne font pas ce camp d'entraînement-là, ou s'ils ne vont pas à ce tournoi-là, ou s'ils ne font pas ce que leurs chums font, ils pensent qu'ils vont arriver en retard, mais dans les faits, quand tu regardes aussi, mettons, les championnats du monde, tu commences à voir là, que les autres pays, que ce soit les Tchèques, que ce soit les Suédois, les Finlandais, les Suisses, ben habituellement, la grande majorité, ils nous rattrapent, mais c'est pas parce qu'ils ont de la glace 12 mois par année, justement, c'est qu'ils font d'autre part, ils veulent se maximiser en tant qu'athlète. Tu sais, ça joue au soccer l'été, ça joue à d'autres sports que justement juste se dédier au hockey. Est-ce que juste se dédier au hockey à partir d'un certain âge, c'est mauvais? Non, mais je pense que même au niveau de la Ligue nationale, parler à plusieurs athlètes au niveau de la Ligue nationale, un coup la saison est finie, là, bien souvent, c'est 3 à 4 semaines bien off, puis ils ne recommencent pas à embarquer sur la glace au moins quasiment mi-juillet, début août, puis les camps d'entraînement commencent au mois de septembre. Fait que, tu sais, des fois, il faut comme un peu prendre exemple sur l'élite là, à travers le monde. Oui, puis je pense qu'en même temps, tu sais, moi, je me rappelle, là, quand j'entraînais, 15-20 ans, j'entraînais Stéphane Quintal pendant le lockout, etc. C'était ça, notre entente. Tu sais, c'était comme, on ne met pas les patins du tout. Tu sais, pour être capable, on disait ça comme ça, on va redresser le clou. Ouais. Puis après ça, on pourra cogner, tu sais. Mais là, pour le moment, veux pas, à coup de 7, 8, 10 mois de hockey, tu as des patrons moteurs, les muscles, c'est toujours les mêmes muscles. Fait qu'à un moment donné, il y en a d'autres qui ont besoin de travailler au niveau postural, peu importe, là, au niveau de plein d'affaires. Fait que c'est important de prendre un break pour être capable de te redresser, de te rafraîchir, de revenir un petit peu, de te replacer pour être capable de mieux repartir, tu sais. Puis moi, je le vois aujourd'hui, j'ai des camps de hockey, puis moi, c'est un camp de hockey de 10 semaines à coup de 3, puis 4, puis 5 fois par semaine, puis ils en font encore par-dessus. Ça joue encore plus au hockey. Et là, ça joue au 3 contre 3, 4 contre 4, puis là, des tournois de 3 fin de semaine. Puis là, je me dis des fois, ça, c'est too much. Puis je le vois où? Je le vois dans les blessures d'usure. C'est pas, tu t'es fait plaquer, non, j'ai juste mal. Mais là, c'est parce que tu en fais peut-être trop. Puis des fois, comme je leur dis, c'est que si tu décides d'en faire beaucoup, c'est pas tant ce que tu fais le problème, c'est ce que tu fais pas. Exactement. Toi, tu t'étires, tu arrives une demi-heure avant. Tu sais, la prep, il faut qu'elle soit encore plus intense. Après tes games, il faut que ça soit encore plus intense. Il va falloir que tu t'étires encore plus parce que tu en fais encore beaucoup. Exactement. Fait que, tu sais, il faut que ce soit toujours comme mieux balancé. Puis je pense que c'est là souvent que les jeunes, les athlètes, ça se perd un peu. Ils ont de la misère à faire l'équilibre là-dedans. Puis ils font souvent ce qu'il y a, mais non ce qu'il faut. Comme tu dis, l'étirement, moi, j'en vois pas beaucoup s'étirer. Je suis obligé de mettre l'emphase moi-même comme athlète, là, comme coach, je suis obligé de les forcer à faire la bonne prep. Des fois, c'est ça, je dis souvent à mes gars, tu sais, being cool is not cool. En voulant dire, tu sais, comme être un cool, là, c'est pas cool parce que, regarde encore là au niveau de la Ligue nationale, je peux te garantir que Sidney Crosby, Chris Letang, il s'échauffe bien avant un match, puis il s'étire bien après le match. Tu sais, c'est l'élite, c'est pour ça qu'ils peuvent encore jouer à l'âge où ils sont maintenant. Mais je te dirais que, oui, il y a beaucoup de jeunes qui aiment le hockey, mais il faut que tu en manges. Il faut que, justement, après l'entre-saison, tu arrives pour une nouvelle saison, puis que tu t'en es tellement ennuyé là, que tu es prêt, justement, à aller, tu sais, le 110%, là, au lieu de juste être sur une vague pendant... Parce que c'est une roue qui tourne tout le temps. Tu sais, maintenant, la roue qui tourne tout le temps, elle va s'user bien avant. Là. Fait que non, mais pour ça, mais on essaie de trouver un équilibre. Il y en a que je suis capable de laisser en dehors de la glace 3-4 semaines. Il y en a que je suis pas capable, mais on essaie de trouver des terrains d'entente. Je négocie même avec mes joueurs des fois. Hein. C'est pas facile, les chevaux de course. Non, exactement. Tu es obligé de tirer un peu. OK, mettons, là, il arrive jeune. Y a-tu des jeunes avec qui... tu sais, parce qu'on s'entend, là, j'ai des gars, des fois, qui m'écrivent, des jeunes athlètes, puis, tu sais, je suis midget A. Ça, c'est tough. C'est tough pour eux, hein, d'aller jusqu'en haut puis de les amener ailleurs. Ben, tu sais, je pense qu'il faut que chaque athlète soit conscient de c'est quoi ton potentiel,
c'est quoi ton but? Tu sais, je veux dans la Ligue nationale. OK, bon, ça, c'est ton long-term goal, mettons, ton plan à long terme. As-tu un court terme puis un moyen terme, tu sais? Ben cette année, un court terme, j'aimerais ça, être dans le top 5 ou top 10 des pointeurs de la Ligue. Bon, mais c'est bon. Si t'es capable d'acheminer ça, ben es-tu capable après ça de te rendre dans ton milieu? Ben tu veux faire, au lieu du A, tu veux faire peut-être le 2A l'année d'après pour éventuellement parfait ton milieu. C'est vraiment juste d'avoir un game plan parce que, tu sais, je veux jouer national, c'est comme, c'est bien beau, là, mais tu sais, c'est comme, je veux... Tu vas t'y prendre comment pour aller là? Il y a une liste comme je disais, il y a une liste de choses à faire. Ouais. Puis il faut que tu sois conscient d'où tu pars, puis où tu vas aller. Exact. Puis voici le trajet. Exactement. Puis il y a tellement de petits détails à cette heure sur le niveau de commitment qu'un jeune doit faire. Mais ça, ce commitment-là va être facile à faire si le jeune il a de la drive et qu'il est passionné. C'est ça, à cette heure, c'est un des critères qu'on recherche chez nous, c'est es-tu passionné par le hockey ou il aime juste le hockey? Tu sais, il joue-tu au mini-hockey, il joue-tu au hockey dehors, il chatte-tu des pucks, il regarde-tu des games de la Ligue nationale, il regarde-tu, ou c'est le type de gars, nouvelle génération, qui scroll son téléphone sur Facebook jusqu'à 1h30. Puis, qui joue aux jeux vidéo. C'est ça. C'est que... Mais, écoute, j'arrive à te demander ça. Qu'est-ce que tu regardes dans un joueur quand tu scoutes, quand tu vas chercher quelqu'un qui t'intéresse? OK, c'est sûr, tu regardes son jeu. Ça se peut-tu que même si tu regardes, des fois, il y a des gars qui n'ont pas des grosses stats, mais maudit que c'était des bons joueurs puis qui sont capables de plus. Puis tu te dis, tu es capable, toi, maintenant, avec toute l'expérience puis l'expertise que tu as, tu le regardes, tu sais, moi, ce gars-là, je pense que lui, il va jusque-là. Tu sais, c'est comme une pelle, ça. Oui. Je pense qu'on a des bons exemples à cette heure, maintenant que le Canadien, un gars comme Harvey Pinard, qui peut jouer sur plusieurs chaises. Ce gars-là, t'enlèves son éthique de travail puis il n'est même pas dans la Ligue nationale. Fait qu'il n'est pas tout justement pour être un joueur techniquement en Ligue nationale, mais l'éthique de travail, le cœur, il va toujours travailler le plus fort qu'un autre, puis l'autre va abandonner avant que... Oui, puis souvent, ça bat des gars de talent qui n'ont pas ce bout-là. C'est un des critères, je veux pas qu'on regarde chez nous, puis... à travers mes années, j'ai beaucoup demandé au niveau des scouts de la Ligue nationale. Chez vous, vous regardez quoi? Puis je te dirais, là, Steph, que ça va tout le temps proche, le hockey IQ, le sens du jeu. Il sait-tu comment se positionner sur la glace? Il sait-tu quand faire une passe, pas faire une passe? Il voit-tu bien, est-ce qu'il voit bien la glace? Est-ce qu'il y a des habiletés? À cette heure, les habiletés sont importantes. La vitesse. Es-tu capable ou... mettons que c'est pas un beau patineur. Es-tu capable de se rendre au puck en premier pareil, d'améliorer sa technique? Même si c'est pas beau. Exactement. ça se travaille. Les habiletés, ça se travaille. Le sens du jeu, difficile à travailler. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est parce que rendu à ce niveau-là, un gars bantam, midget, OK, ça peut s'améliorer, mais rendu au niveau c'est parce que ça va devenir la rapidité va tellement augmenter. Puis tu vas avoir tellement moins de temps pour faire tes jeux, puis faire tes choses que tu dis, OK, ça te prend un bon sens du jeu pour savoir déjà placer où, puis faire quoi avec la rondelle. Mais rien de ça est important s'il n'y a pas une éthique de travail. Okay. Ça, ton éthique de travail, puis c'est ça qui va comme t'apporter à dire, OK, là, ça, c'est le premier. Parfait. Après ça, ça devient un petit peu plus dans le détail. Mais quelqu'un que tu vois, là, qu'il back-check pas, tu vois qu'il fait la baboune quand c'est pas à son tour, il slame son hockey, son attitude n'est pas super bonne. Tu le vois, là, puis moi et Étienne, on voit beaucoup de matchs. Fait qu'on est capable de voir, OK, est-ce que tu veux juste travailler dans un tournoi que, les scouts sont là, exactement. Tout, ça compte. Ou une petite game le dimanche là, à Saint-Jean, là, je te vois à 7h, là, puis il y a 10 personnes dans les estrades, là. Tu travailles-tu pareil? Comme c'est quoi que j'achète avec toi, là? C'est quoi que... Fait que, puis aussi, c'est beaucoup de projections. C'est le jeune, mettons, de 14-15 ans, il va avoir l'air de quoi à 24-25 ans, dans 10 ans. Toi, tu es capable de voir ça un peu avec ton expérience, ton expertise, puis qu'est-ce qu'il est, tu es capable de propulser un peu c'est ça? que moi, je me dis tout de suite, si un jeune a des hauts et des bas dans son éthique de travail, écoute, je te dis, l'élite, là, c'est tellement tough, c'est tellement des machines que c'est sûr que le gars ne passera pas. Fait qu'il a bien beau avoir le talent au monde à 14 ans, mais à un moment donné, ça va s'arrêter parce que les Finlandais aussi sont talentueux. Le gars qui habite ça arrive de partout, à Vancouver là. aussi, il n'est pas pire. Le gars aux États-Unis. Fait qu'à un moment donné,
l'étau se referme. Là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, le talent va toujours être là. Ben là, c'est l'éthique de travail, ceux qui sont prêts à faire les efforts. C'est les autres, tu sais, j'aime ça, propulsion, mais c'est ça les éléments propulseurs. Tu sais, qui va faire. Tu prends le même gars, deux gars, même talent égal, ben c'est tous les petits détails en arrière. Tu sais, son mindset, comment est-ce qu'il est, ses habitudes, sa discipline, c'est ça qui va propulser son talent et faire en sorte qu'il s'en sort. Exactement. Puis ça, honnêtement, ça, c'est ce qu'on regarde sur la glace. Tu sais, je t'ai dit, bon, ben, ce qu'on regarde sur la glace, son éthique de travail, ses habiletés, sa vitesse, son deuxième effort. Bon, parfait. Rendu là, après ça, ben, à l'extérieur de la glace, il est comment? C'est une pomme pourrite? C'est un gars que le monde n'aime pas dans la chambre? C'est un gars qui pense juste à lui-même? C'est un gars qui a beaucoup de difficultés à l'école puis qui s'en fout? C'est un gars qui respecte pas ses parents? Ça aussi, parce que tu dis, OK, moi, là, comme agent, comme agence, je veux faire un commitment envers une personne, une famille, à partir, mettons, de 15 ans, jusqu'à temps qu'il reprenne sa retraite. Bon, mais s'il prend sa retraite à 35, là, es-tu prêt à travailler avec ce type de personne-là, ce type de famille-là, pendant 20 ans? C'est un gros commitment, ça, là. Parce que moi, c'est ça que je fais. Puis quand tu te commets aux joueurs, tu te commets à sa famille aussi. Ben, exactement. Surtout quand tu les vois qui ont 14-15 ans, tu sais. Exactement. Mais tu sais, moi, je veux représenter le joueur. Je veux que le joueur me représente aussi. C'est fait que si je sais que, tu sais, je t'ai dit mon parcours, je t'ai dit quel type de personne j'étais, ben, si je vois que le joueur ou la personne ne représente pas ce que moi j'étais comme athlète ou ce que moi je veux projeter comme agence, ça ne marchera pas. Comprends-tu? Fait qu'il y a beaucoup de recherches à travers quand j'approche une famille. Je m'assure que, oui, c'est un bon joueur de hockey. On s'entend, là, c'est une business quand même, ça reste une business. Mais en arrière, quand il enlève son casque, c'est une bonne personne, ça devient une bonne famille, c'est-tu un passionné, c'est-tu un bon petit gars à l'école, ses professeurs disent quoi, c'est-tu un gars qui dans la première rangée en avant ou avec les coups en arrière, il lève jamais sa main, il va-tu en récupération quand il a besoin de plus de travail, il a-tu besoin? Ça, c'est des affaires comme, il vient-tu faire de l'extra quand il est dans une slump, il vient-tu, tu sais, juste pour que ses habitudes de vie puissent transposer dans sa carrière future pour qu'éventuellement, quand il va être rendu à maturité adulte, ben ça va déjà être acquis. Puis toi, de ton côté, ben c'est plus facile vendre ça. Tu sais, tu vends le total package, fait que tu veux que ce soit le meilleur package possible en même temps. On s'entend, mais le jeune, lui, ce discours-là, ça arrive-tu des fois que tu rencontres un jeune, il manque des aptitudes? Peut-être que ce soit son code de valeur, que ce soit son éthique de travail. Tu penses-tu que des fois, tu l'aides tu le ramènes-tu un peu? Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de fois où mettons, les parents me disent « Ah, regarde, il se couche tard, là, il m'écoute pas quand je dis de se coucher à 9h30, 10h parce qu'il y a une game le lendemain. » Parfait. Là, t'interviens. Moi, je peux déjà dire « Écoute, va te coucher à 9h, 9h30, là, il y a une grosse game demain. » Ben, c'est juste parce que ça vient de toi. Ça vient de moi et pas le père qui dit peut-être le même message, mais qui n'est pas dit par la même personne. C'est complètement différent. Tu sais, je vais te conter une anecdote pour le fun. Moi, quand j'étais jeune, j'étais skater. Okay? J'aimais faire du skate, mais la mode M&M, là, casquette sur le côté, puis les chaînes, puis les shorts en dessous. Fait que, à un moment donné, François Allaire, okay, qui était le coach des gardiens de but dans le temps des Ducks d'Anaheim, puis avec qui je m'entraînais, il me dit, Nick, il dit, tu seras pas repêché Ligue nationale. Puis là, j'avais comme 14 ans. Fait que là, je commence ça. Ben, il dit, parce qu'il aime pas les drogués. Qu'est-ce que ça veut dire, les drogués? J'ai jamais pris je prends pas d'alcool, j'ai jamais pris une cigarette, j'ai jamais pris un joint, j'ai jamais pris une cigarette de ma vie, clean. Il dit, ouais, mais il dit, ce que tu projettes, hein, tu projettes d'être un drogué. Parce que ton look projette que t'es pas un athlète professionnel. Toi, t'es un cool. Fait qu'un skater, puis un rapper, puis let's go. Tout va ensemble. Là. Exactement. Puis ça, regarde, à partir de ce jour-là, j'ai tout vendu. Je me suis acheté, tu sais... Des vêtements plus aptes à ça. Là. Exactement. Plus, c'est comme, OK, les professionnels, eux autres, comment ils s'habillent, comment ils se projettent. Puis à partir de là, j'ai toujours eu l'importance de ce que tu projettes était vraiment, vraiment important. Moi, ma mère me disait tout le temps ça quand j'étais jeune. Ma mère me disait, si tu veux être un médecin, habille-toi comme le médecin, marche comme le médecin, mange comme le médecin, étudie comme le médecin. Ben, des maudites chances que tu deviennes un médecin. Ouais. Fait que, tu sais, le restant, moi, c'était pareil comme entraîneur. C'était comme, je suis parti un peu comme toi. J'ai commencé jeune, là. J'ai acheté mon premier gym, j'avais 20 ans, là, 21 ans. Mais
Puis à 16 ans, je commençais à m'entraîner. Puis quand j'ai décidé d'être un entraîneur, c'était ça. Il fallait que j'aie le look de l'entraîneur, pas du gars qui s'entraîne. Tu sais, moi, je suis arrivé dans l'époque où c'était les bodybuilders, les gros pantalons baggy, les affaires, tu sais. Tu sais, puis même aujourd'hui, ils ont tout leur style. Mais quand tu étais un entraîneur, tu étais un entraîneur. Il fallait que ça fasse sérieux. Puis là, je commençais à porter des polos, puis j'étais le seul de même. Mais c'est ça qui a fait que j'ai été capable de me propulser plus vite, plus loin, plus haut. Puis c'est plate à dire, mais c'est vrai que ça compte. Ce que tu dégages, puis comme les gens aussi, comment ils te perçoivent, tu sais, c'est important. C'est à ces gens-là que tu dois te vendre, tu sais. Fait qu'autant pour un athlète qui veut aller dans la Ligue nationale puis qui veut se vendre, tu veux pas te vendre sur un jour. Non, exact. Il y a quelqu'un qui me dit, tu n'as jamais deux chances de faire une bonne première impression. Puis ça, ben, ça m'a toujours resté. Puis justement, quand que moi, ben, on va voir les matchs, que ce soit midget ou que ce soit, mettons, LHJMQ, puis il faut que je parle à des scouts, soit junior ou soit au niveau Ligue nationale, ben, je m'assure de toujours être comme très bien présenté, puis pour que les gars, ils prennent au sérieux. Exactement. Fait que si t'arrives là, que ta casquette part à l'envers, puis tu dis, hey, moi, je veux que tu signes ce joueur-là, je veux que tu draftes ce joueur-là, ça va me faire. C'est bon le kid, là. T'as combien d'athlètes, là? Présentement, on en a, je te dirais, là, 53. Athlètes, ça couvre pas mal les professionnels. On en a plusieurs en Europe, on en a en Amérique du Nord. C'est sûr que des fois, 53, ça peut avoir de l'air beaucoup, mais ils ne demandent pas le même type de service. T'sais. Mes joueurs en Europe ou même mes professionnels, ils ne me demandent pas à chaque semaine comment j'ai trouvé leur match. Il y en a qui veulent avoir des feedbacks, il y en a qui veulent que je leur trouve simplement des contrats, il y en a qui veulent à chaque mois qu'on fasse un petit suivi, voir comment que ça va, les options. C'est sûr que les nouveaux juniors majeurs, ben, eux autres demandent un petit peu plus de temps, même midget, parce qu'eux autres sont dans leur pic de développement. Ils veulent se développer, ils veulent continuer à faire du vidéo, ils veulent avoir du feedback après les matchs, après, mettons, des tranches de 5, tranches de 10. Ils aiment ça, avoir les feedbacks de ce que j'ai quand je parle au scout national, quand je parle au scout junior. Il y en a que c'est le scout, le repêchage junior, il y en a que c'est le repêchage national. C'est vraiment différent. Puis, tu sais, mettons, au niveau bantam, ben, tu es plus là comme un rôle de conseiller. Tu sais, comme tu te conseilles de faire ci, tu conseilles de faire X de power scaling l'été, tu conseilles de faire peut-être ça, faire attention à ci, mais tu veux quand même que le jeune reste un jeune puis qu'il peut s'amuser. Le titre agent au niveau bantam midget, là, c'est pas, c'est vraiment parce que c'est... C'est un peu ça, je voulais te poser la question, tu sais. Sans parler de sous, d'argent direct, combien ça coûte, mais comment ça fonctionne quand tu vas rencontrer un jeune, etc., lui, parce que je l'entends parler des parents, tu sais, il y en a beaucoup, c'est un peu comme un agent d'immeuble. Il y en a qui ont peur de ça, puis il y en a d'autres, non, sont très à l'aise avec ça, tu sais. C'est quoi l'approche que tu as? Comment ça fonctionne au niveau monétaire? Tu charges-tu? Ça coûte du temps? Comment ça marche? Ben, je te dirais qu'il y a deux types d'agences. En premier lieu, tu as des agents qui, eux autres, vont représenter ou décider de travailler avec des athlètes qui voient un potentiel professionnel à faire. Donc, si le joueur signe un contrat professionnel, l'agent, lui, va avoir exactement une commission qui se situe environ là, entre 3 et 5. C'est pas comme dans d'autres ligues où c'est gelé. C'est les agences qui décident, mais la compétition, c'est entre 3 et 5 selon les services. Puis tu as du family advising où il y a des agences qui vont dire, OK, ben, une famille, OK, ben, moi, c'est 3500, 2500, 5000, puis je vous offre de parler à toutes les prep schools, tous les collèges américains, vous apporter dans le plus de showcase possible, si ça, nan. Bon, à cette heure, c'est différent. Moi, chez nous, chez Propulsion, notre modèle d'affaires, c'est vraiment plus représenter des joueurs qu'on voit un potentiel professionnel. Puis oui, on offre le service de family advising, mais à nos joueurs, justement, donc qui ont le potentiel professionnel, qui disent, OK, ben moi, au lieu d'être LHJMQ, j'aimerais ça aller jouer NCAA college. Bon, mais là, on trouve un terrain d'entente rendu là. Mais, tu sais... Oui, parce que NCAA, quand tu t'en vas de ce côté-là, là, ils sont obligés de t'engager. Hein? Exactement. Tu n'as pas le droit d'avoir d'agent. Eux, comme joueurs, comme athlètes, ils n'ont pas le droit d'avoir des services offerts gratuitement par personne. Que ce soit l'agence, que ce soit une équipe X ou eux autres, il faut que tout paye selon les règles de la NCAA. Okay. Bon, ben, tu sais, est-ce que... Mettons, les joueurs de la Ligue nationale qui ont été vers le chemin, Cole Caulfield de ce monde, est-ce que leur agence il a chargé 5000? Certainement pas. Il a peut-être chargé une pièce. Fait que juste pour dire que... Il l'a payé. Exactement. Mais c'est juste ça la règle. Okay. Mais sinon, moi, quand je vais
rencontrer une famille ou un joueur, ben souvent, c'est mes services, c'est proximité, accessibilité. Je suis là souvent, mon background, avec Étienne, on est là. Parler aux recruteurs, vous donner des options. Et aussi les référer au plus de gens compétents possible, ce qui est hors glace. C'est sûr que quelqu'un avec qui je parle qui a 14 ans, j'ai pas les mêmes discussions qu'avec un gars qui a joué dans la Ligue américaine et qui veut aller en Europe pour... Je n'offre pas un comptable au gars de 14 ans, mais je travaille selon où ce qu'il habite. Je suis aussi des contacts, exactement. Des gens que tu connais. Je suis conscient que je ne ferais pas faire 2 heures de char à la famille parce que moi, là, je veux absolument ce travail avec ce préparateur physique-là. Il y a des agences qui fournissent tous gratuitement. Il y en a qui disent OK, puis malheureusement, Steph, j'ai des parents, puis des joueurs qu'on a perdus à travers les années, ou qu'on a perdu à nos pitchs, qui disent ah ben, qu'est-ce que tu payes à mon gars? Bon, ben ça, moi, regarde, je suis pas dans une... Tu sais, si c'est ça, là, ben, t'es quasiment mieux de pas faire affaire avec moi. Tu sais, moi, quand j'étais une élite, là, quand j'étais plus jeune, j'ai eu 2 grosses agences, je me suis rien fait payer, puis je suis toujours plus de la vieille école où ce que quand tu payes 1000, 2000 pour ton gym, ben, tu risques d'en manquer pas mal moins souvent, puis tu risques de te forcer le cul pas mal plus que quand tu dis, bah, c'est pas grave, mon agent, il paye. Pas grave, même moi, pour l'avoir fait, moi, ça m'est déjà arrivé, je voyais des jeunes, puis il y avait des jeunes qui avaient du potentiel, puis là, je l'ai offert aux jeunes gratuitement. Tu sais, je disais, je vais t'entraîner. Je l'ai fait souvent. Ouais. Ah ouais. Puis des fois, je le fais encore. Tu sais, mettons, je vais voir quelqu'un, viens me voir, puis je vais t'entraîner 1 heure, on va te faire un petit programme. Tu sais, ça m'arrive de le faire parce que je vois des fois du potentiel. Je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas toujours les sous, etc. Tu sais, fait que pour moi, c'est ma façon de passer au suivant. Par contre, je m'aperçois que très souvent, ceux qui ne payent pas ne mettent pas de valeur à ce qu'ils font et mettent beaucoup moins d'engagement. Ben ouais. Parce que c'est comme... C'est quasiment comme... Ben, ça m'est dû. Ouais. Au lieu de... Ça devrait arriver. Puis, une dernière anecdote là-dessus, ça, c'est drôle. Moi, j'ai travaillé comme entraîneur privé il y a plusieurs années dans un gym, puis j'entraînais monsieur et madame tout le monde à l'époque. Je prenais pas juste les jeunes ou les athlètes. Puis les gens venaient me voir et me disaient « Hey, là, je veux perdre du poids. » Parfait. Puis là, ils s'assoyaient puis ils me disaient « Moi, là, je veux perdre. » Là, je disais « C'est quoi? Combien tu veux perdre? » Hey, là, ils me sortaient des affaires 30 livres en tant de temps. Puis là, je le baissais. Là, je disais « Écoute, c'est pas très, très réaliste. On va baisser ça. » Parfait. Combien ça coûte? On va faire ça. Combien de fois par semaine tu veux t'entraîner avec moi? Puis etc. Parfait, ça coûte tant. Puis là, tu vas te faire un petit bout de chez vous. Ah oui, je vais faire ça. Parfait, good. Puis maintenant, tu vas m'emmener 1000 $ dans une enveloppe. Là, il me disait, pourquoi 1000 $ dans une enveloppe? C'est un prepaid? Non. Ça, si toi, tu n'arrives pas à te discipliner, parce que moi, je ne suis pas chez vous 24/24. C'est ça, exact. Si tu n'atteins pas, parce que ce que tu me dis, tu payes le 1000, puis c'est moi qui le prends. Puis si tu le gagnes, je te le redonne. Mais là, c'est pas fair. Certain que c'est fair. Parce que moi, là, même si tu me payes, tu me fais perdre mon temps si tu le fais. Exactement. Puis je te jure, c'est arrivé comme à 4-5 reprises que j'ai fait ça. Puis les clients embarquaient, puis je peux te jurer, j'ai jamais fait 1000 $, moi. Non, exactement. Ils l'ont tout eu. Mais le nombre de fois, j'ai perdu mon temps avec des gens qui, oui, écoute, tout le monde sait qu'il faut bien manger, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis souvent, ils viennent te voir pour avoir cette push-là. Mais moi, là, je ne suis pas toujours dans ton dos en train de te pousser. Alors, il y a un bout que tu dois faire. Puis, si tu ne mets pas de valeur à ça, tu le fais pas. Ouais. Tu sais, la preuve, je te dis, là, mais je ne suis pas capable de faire ça. Si tu le fais pas, tu meurs demain. Capable, là, tout d'un coup, hein? C'est ça, exact. Quand la perte est grande, là, c'est pas pareil. Je pense que, là, il y a des affaires, je vais tasser. Fait que souvent, les gens qui venaient me voir viennent me voir parce que ils shootent ça sur la table, sans vraiment avoir vraiment, pas un réel intérêt, mais sans penser au réel engagement. Puis c'est la même chose avec les athlètes. Des fois, je dis aux parents, demandez à votre fils qu'il paye, puis s'il réussit, puis quand vous allez me voir, venez me voir, je vais vous dire, remboursez-le. Oui, exactement. C'est un petit peu... ma grande à l'école, j'ai le même deal. Tu payes ton cégep, puis si tu passes, je te donne l'argent. Fait que, bizarrement... il y a pas mal plus à l'heure. Moins souvent, exactement. moins malade. Et là, c'est le boss. Oui, puis le nez coule, pas grave. Je vais y aller quand même, tu sais. Exactement. Mais c'est ça. C'est que l'engagement, quand il y a de la valeur, puis pour donner de la valeur, des fois, il faut payer ou il faut se commettre pour se commettre davantage. Puis tu sais, si, Steph, tout le monde avait le niveau de commitment, puis je peux comprendre à une certaine limite des fois, tu sais,
famille, le père travaille deux jobs, la mère travaille 3, ils ont 4 enfants qui jouent tous dans l'élite, baseball, soccer, gymnastique, hockey. Ben là, tu sais, je suis pas cave non plus. Là. Je le sais que, regarde, l'entraînement, ça coûte 2500, mettons. Je peux lui dire, regarde, je vais le fronter, puis si ça prend 10 mois à me rembourser, no stress. Mais ça, là, ça va maximiser son potentiel. C'est bon. Je veux pas que vous coupez dans l'entraînement parce que là, on coupe dans le développement exactement. Là, tu sais, fait que c'est les deals que je fais, mais de là, de dire, écoute, je paye ton training, je paye tes paires de patins, je paye ton psychologue sportif, je paye... C'est parce qu'à un moment donné, je ne commencerai pas à prostituer pour continuer à vivre non plus. Là, fait que, ça prend un commitment. Exactement. Ça prend un commitment. Dernière question. Moi, je me rappelle de t'avoir appelé à un moment donné, puis je t'ai dit, hey, j'ai un gars, je pense, j'aimerais ça. Puis tu m'as répondu, ben non, c'est pas mon level. Puis, moi, j'ai trouvé ça cool parce que je me suis dit, c'est exactement la même affaire avec moi. Moi, il y a des gens, je travaille pas avec eux autres. Puis, il faut que les jeunes puis les parents comprennent ça, que c'est pas non plus parce que tu payes que tu es obligé. Puis, t'as tes prérequis pour travailler avec toi. C'est quoi tes prérequis pour qu'un jeune soit avec toi? C'est pas trop dur, c'est assez facile. Si je crois que je ne peux pas m'impliquer à 100% dans la représentation d'un joueur de la même façon que j'aurais aimé ça là, être représenté, j'aime aussi bien dire non. Si c'est 80%, non. J'aime aussi bien dire non tout de suite en étant très honnête qu'en te donnant un mauvais service, puis qu'après ça, tu te dises, c'est bien beau, la propulsion de Criappel, mais il m'appelle pas, il ne me trouve pas de contrat, il m'envoie... des joueurs, un prérequis au niveau joueur que tu as besoin pour travailler avec ça? Tu sais, exemple, un joueur, je te le disais tantôt, puis ça arrive. Midgeta, il t'appelle, tu lui dis carrément, ben non, regarde, c'est comme, je suis pas capable. Non, je dis poliment parce qu'à un moment donné, je veux pas... non, on veut pas être méchant. Exactement, je fais juste dire, ben écoute, chez nous, on priorise des joueurs que nous, on représente ou qu'on a... recrutés par nos critères, puis malheureusement, on va commencer à prendre des joueurs soit qui ont joué au niveau Ligue nationale, Ligue américaine, ou dans les grosses ligues en Europe, ou c'est quoi tes attentes aussi? J'ai reçu des fois des joueurs au niveau de la LHJMQ, puis je représente certains de leurs coéquipiers. Bon, mais Nick qui dit « jeune agent, mais je veux changer ». OK, mais c'est quoi tes attentes? Ouais, ben moi, je veux signer un contrat Ligue nationale 3 ans l'année prochaine. Ah, mais là, tu n'as pas été repêché à 17, 18, 19. T'as-tu fait des camps nationales? Non, pas encore. Ah, mais là, tes attentes sont peut-être trop grosses. Fait que pour ce que tu recherches, je pense pas que je suis le bon fit. Ah, ben, tu sais, Nick, j'aimerais ça. J'ai joué G majeur, mais à 20 ans, j'aimerais ça aller jouer BCHL. C'est peut-être pas le type de client que je recherche, mais je vais peut-être référer à un gars que lui est peut-être un petit peu plus spécialisé. J'aimerais ça. Tu réfères des gens? Ben oui, je réfère parce que moi, j'ai toujours entretenu une bonne relation avec les autres agences, autres agents. Oui, on est tous dans un monde très compétitif. Mais en même temps, il n'y a rien. J'ai jamais trouvé qu'il y avait quelque chose de bon d'entretenir une. On se voit tous dans les mêmes arénas, on se croise tous. Moi, j'ai un grand respect pour. Je me dis, je sais à quel point je travaille fort. Si les autres travaillent aussi fort, ben, c'est tellement tough, surtout quand tu décides de commencer à travailler avec un jeune, mettons, à l'âge de 14 ans. Avant qu'il fasse une scène, là, ben, tu vas être comme 5 à 7 ans. Là. Fait que je me dis, si on n'a pas de respect pour un et l'autre, à un moment donné, ça devient un petit peu compliqué. Puis moi, je joue une game d'aller chercher un, aller chercher l'autre. J'aime mieux me prioriser sur ma business à moi. Ouais. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des jeunes agences qui commencent comme moi, j'ai commencé il y a 7 ans, ou qu'il y en a qui se spécialisent dans le family advising. Ah ouais. Bon, ben finalement, j'essaie de trouver une solution. Le but, là, Steph, c'est que d'aider le plus de jeunes Québécois, c'est sûr que j'ai une appartenance au Québec, le plus de Québécois à satisfaire leurs besoins. Il y en a là que, oui, le but, c'est junior national, mais il y en a que le but, là, c'est d'avoir un camp d'entraînement junior majeur, puis de ressortir avec une casquette, puis un T-shirt qui vont se rappeler le reste de leur année. Il y en a que c'est faire le midget 3. Il y en a que c'est d'apprendre l'anglais dans BCHL. Il y en a que c'est ça leur but, puis il y en a que c'est ça leur rêve. Fait que moi, je suis là pour dire, OK, est-ce que je peux t'aider à t'obtenir ce rêve-là?
oui ou non, ou si non, ben je peux-tu connais-tu te... quelqu'un? Exactement, tu sais. Fait que, mais en même temps, ça reste une business, Steph. Fait que, tu sais, je pense que le monde savent compter. 5% de 1 million, ça vaut plus que 5% de 10 000. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand il y a beaucoup de temps, puis moi, je dis, si, avec l'effort que je vais mettre, hein, ben, à un moment donné, le travail vaut le calcul, puis c'est de cette façon-là que je procède. Nick, merci beaucoup. Ça a été vraiment le fun. Merci d'avoir pris le temps. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça vous a fait comprendre certaines choses. Si vous voulez rejoindre Nick, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Écoute, je suis quand même assez actif sur les réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux principaux, là, c'est vraiment Facebook, Nick Riopel Pro, ou il y a la page Propulsion aussi, où que vous pouvez voir beaucoup mes joueurs à travers le monde. Sinon, j'ai Twitter, Riopel, _ N. Sinon, j'ai Instagram, Nick Riopel Agent. J'ai aussi l'Instagram de Propulsion. Fait que c'est assez facile un coup que... C'est assez facile de le rejoindre. Oui, exactement, exactement. Alors, puis pour ma part, ben, si vous voulez, moi, je te demande une chose. C'est pas un podcast payant, mais abonne-toi. Partage-le au plus grand nombre de joueurs possible, au plus grand nombre de personnes possible. Et pas peur de liker aussi. Si tu as aimé l'épisode, et pas peur de le commenter. Moi, ça m'aide. C'est comme mon pourboire, c'est comme ma paye. Puis aussi, ben, si tu as des idées de choses, de questions que tu voudrais qu'on réponde, de sujets que tu aimerais qu'on adresse, comme tu le sais, si je suis pas capable, je suis pas gêné, j'invite des gens, ça me fait plaisir. Puis si ça peut t'aider, ben, comme Nick, mon objectif, c'est d'aider le plus grand nombre de jeunes athlètes possible. Alors, merci d'avoir été là. Nick, merci d'avoir été là. Merci à l'invitation, Steph. Ça me fait plaisir. Puis on se voit ou on s'écoute ou on s'entend la semaine prochaine. Salut! 10, 9, paid all my dues, waited in line. 8, 7, now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.